Mon père m'a frappé pour avoir défendu grand-père, a fait basculer son fauteuil roulant dans le froid glacial, et l'a traité de poids mort. Le poids mort avait en fait payer leur crédit immobilier pendant tout ce temps. Mon père a fait basculer le fauteuil roulant de mon grand-père dans la neige. A refermé la porte. Je veux que vous compreniez les mécanismes précis de cette action, ce n'était pas une poussée. Un basculement? Les roues avant se sont soulevées en premier, puis le fauteuil a avancé, et mon grand-père est parti. Avec, manteau et tout, dans la nuit de décembre par -9 degrés. Le fauteuil roulant a continué à tourner dans la neige après qu'il a atterri, une roue tournant lentement, comme si elle ne savait pas encore qu'elle était censée s'arrêter. Je suis resté sur le porche et j'ai regardé cette roue qui tournait. Pendant un instant que je ne finirai jamais de digérer. Walter Roy Foster pesait 40 kilos dans un manteau de laine mouillé, il avait 91 ans, et 11 personnes qui partageaient son nom regardaient de derrière une vitre chaude sans bouger. J'avais fait une seule erreur, j'avais parlé. Je travaillais au Carvs Grill depuis 6 ans, au service du soir, quand ce Noël qui a tout changé est arrivé. Du mardi au samedi, de 4 heures à la fermeture, le genre d'horaire de restaurant qui signifie que vous arrivez toujours en retard à un événement familial ou que vous partez tôt, et que tout le monde a décidé que c'est un échec personnel plutôt qu'une réalité de l'emploi. Le Noël de la famille Foster avait lieu chez mes parents, toujours. Ma mère, Renata, avait un don pour le genre d'hospitalité qui était en réalité une question d'architecture, qui s'asseyait où, qui était servi en premier, qui était présenté aux nouvelles personnes comme l'individu intéressant. Elle avait organisé la vie sociale de notre famille pendant 30 ans avec la même précision qu'elle appliquait à sa table de salle à manger, et le résultat était un plan de table de l'âme où certaines personnes s'asseyaient près du feu et d'autres dans un coin. Mon grand-père était assis dans le coin. Je veux être précise à ce sujet, car cela a donné le ton de toute la soirée. Le fauteuil roulant de Walt était positionné à côté de la table d'appoint près de la porte de la cuisine, pas à la table elle-même, et son assiette lui était apportée par quiconque passait par là, avec la portion qui restait, chaque fois que quelqu'un s'en souvenait. Il mangeait avec la dignité prudente d'un homme qui a décidé d'être reconnaissant pour la nourriture et de ne rien dire de l'arrangement. Je le remarquais chaque année. Chaque année, je me disais que c'était une question de logistique. Le fauteuil roulant rendait la table difficile. Il n'y avait pas de bon endroit. Ce n'était pas intentionnel. L'année où j'ai cessé de me le dire, c'est l'année où j'ai vu mon père passer 3 fois devant la chaise de Walt avec le plat de service sans s'arrêter. C'est ton père, ai-je dit. La table est devenue silencieuse. Tu le nourris d'eux. Reste dans un coin comme s'il n'était pas juste là. La main de mon père est venue et a traversé avant que je ne finisse la phrase. La gifle m'a fait tourner la tête. Elle a résonné dans mon oreille gauche comme le son d'une casserole frappée, une note dure qui continue de vibrer après l'impact initial, un son à l'intérieur du son. Mes yeux se sont embués par pur réflexe. Je n'ai pas pleuré. 12 parents ont trouvé leurs assiettes fascinantes. Ma sœur Brooke a couvert sa bouche, mais pas avant que je ne voie le coin de celle-ci se lever. Un tic. Petit, involontaire et honnête, comme les choses involontaires sont honnêtes. Mon père a ajusté ses manchettes, le geste d'un homme qui se remet après un effort. Il l'a dit lentement, comme on énonce une règle de la maison à un visiteur qui aurait déjà dû la connaître, vous n'avez pas de place à cette table, ni l'un ni l'autre. Ma mère s'est levée de sa chaise, a marché jusqu'à la porte d'entrée et là. Ouverte sur la nuit de décembre, 9 degrés et un ciel sans place pour quoi que ce soit de chaud. Dehors, a-t-elle dit. Vous avez tous les deux fini de traîner. Ce poids mort. Poids mort. Je me suis mise derrière le fauteuil de mon grand-père. Je l'ai tourné vers la porte ouverte. Ma mère se tenait à côté, sans la toucher, une femme qui tient une porte pour quelqu'un dont elle a décidé d'en avoir fini,
et j'ai poussé Walt en avant, le long de la rampe du Porsche, et dans le froid. La porte s'est refermée derrière nous. J'ai entendu le verrou se tourner. J'ai baissé les yeux sur le haut de la tête de mon grand-père, ses cheveux blancs, son cou mince, le manteau de laine mouillé qui allait être trempé en quelques minutes, et j'ai pensé, je dois le mettre quelque part au chaud. C'était toute la pensée, juste ça. Le reste, la gifle, les 12 visages, le coin près de la cuisine, la cruauté spécifique d'appeler un homme de 91 ans un poids mort, étalé dans un endroit que j'ai appris, avec le temps, n'est pas l'endroit où l'on met les choses que l'on oublie. C'est l'endroit où l'on met les choses que l'on garde. Je l'ai chargé dans ma voiture. J'ai conduit 11 minutes jusqu'à mon immeuble. Je l'ai porté à l'étage. Mon immeuble avait un ascenseur en panne depuis 8 mois, ce qui est une autre histoire. Et je veux vous parler de l'avoir porté. Car j'y pense plus que presque tout le reste de cette nuit-là. Il ne pesait presque rien. Je ne dis pas cela comme une figure de style. Je veux dire que l'homme que je portais dans mes bras dans un escalier, un homme qui avait construit des choses, réparé des choses, élevé une famille et gardé des secrets que je n'avais pas encore commencé à comprendre, pesait moins qu'une boîte de livres. Personne ne vous prévient à quel point les gens qui vous ont élevés deviennent légers. Personne ne vous dit que vous les porterez un jour à l'étage et ressentirez, dans leur poids spécifique, la longue histoire de ce que le temps fait. Je l'ai mis dans mon lit. Je lui ai donné 2 couvertures, un verre d'eau et mon bon oreiller, celui que j'avais économisé pendant 3 salaires. Il m'a pris la main et l'a tenue avec une prise plus forte qu'elle n'aurait dû l'être. Tu n'étais pas obligé de faire ça, a-t-il dit. Oui, je l'étais, ai-je répondu. Il a fouillé dans la poche de son manteau. Il avait une habitude, que je connaissais depuis toujours sans jamais vraiment y prêter attention, de transporter de petits objets sculptés, des oiseaux. Principalement. Il avait été sculpteur sur bois avant que ses mains ne deviennent mauvaises, et même après, il avait gardé les plus petites pièces avec lui, comme d'autres hommes gardent de la monnaie. Il a tendu sa paume, une troglodyte, sculptée dans un bois pâle, aussi petite qu'une boîte d'allumettes. Le détail des ailes, incroyablement fin pour un homme dont les mains tremblaient. Maintenant lorsqu'il levait une fourchette, chaud d'avoir été dans sa poche. Je ne l'ai fait que pour ceux qui ne me laisseraient jamais dans le froid, a-t-il dit. Je l'ai mis dans la poche droite de mon manteau, où ma main repose. Naturellement. Je le porte tous les jours depuis. Les 3 semaines entre Noël et la lettre recommandée furent ordinaires, comme le sont ces périodes que l'on comprendra plus tard comme étant les derniers temps ordinaires. Walt s'est installé dans mon appartement avec l'aisance de quelqu'un qui avait, peut-être, toujours été plus à l'aise avec moi. Il dormait bien. Il mangeait tout ce que je préparais. Il regardait des documentaires sur la nature et s'endormait. Un après-midi, il a sculpté avec un petit couteau que je ne savais pas qu'il avait emporté, travaillant quelque chose que je ne pouvais pas identifier de l'autre bout de la pièce. Et quand j'ai demandé ce que c'était, il a dit qu'il n'était pas encore sûr. Il ne parlait pas de la famille, et moi non plus. Il n'y avait rien à ajouter à ce qui avait déjà été dit. Ma mère a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Ma sœur a envoyé un SMS une fois, juste pour savoir si tu vas bien. J'ai répondu. Oui. Elle n'a pas relancé. La lettre recommandée est arrivée un mardi 2 janvier. Épaisse enveloppe crème. Le genre de papier qui a du poids et de la texture et qui communique, par sa seule présence physique, que ce qu'il contient a été préparé par des personnes qui considèrent la présentation comme faisant partie du message. Encre marinant. Relief dans le coin de l'adresse de l'expéditeur. Crane et Holloway. Trusté. Trusté. J'ai retourné le mot dans mon esprit. D'après mon expérience, les fiduciaires géraient des successions, et les successions signifiaient des biens détenus pour un bénéficiaire par une tierce
partie neutre, et le genre de cabinet qui utilisait des enveloppes crème. Gaufret pour sa correspondance ne traitait pas de petites successions. À l'intérieur, une référence à la correspondance fiscale concernant quelque chose. Appelez le site Ashford Mill. J'ai posé la lettre sur la table de la cuisine. Je l'ai regardée. Je connaissais mon grand-père depuis 26 ans. J'avais été chez lui, j'avais regardé ses mains, j'avais entendu ses histoires, et je m'étais assise avec lui. Au coin de la table de mes parents pendant la dernière décennie de ces années. Je n'avais jamais entendu dire les mots Ashford Mill une seule fois. Je n'en ai pas parlé à Walt ce soir-là. Je devais d'abord comprendre. J'ai cherché le lendemain pendant ma pause, derrière le restaurant, mon téléphone appuyé contre le mur de briques, les doigts devenant froids. Ashford Mill n'était pas une ruine. Ce n'était pas un site abandonné. C'était un complexe industriel en activité. Des hectares de bâtiments interconnectés, des quais de chargement, un parking. Plein un mercredi à 11 h du matin, des camions circulant sur la route 2. Service à l'extrémité sud. Les registres fonciers du comté indiquaient le propriétaire comme Oren Holdings LLC, ce que j'ai noté mais ne pouvais pas encore relié à quoi que ce soit. Je suis resté longtemps contre ce mur de briques. Puis je suis rentré et j'ai terminé mon service. Ce soir-là, je me suis assise en face de Walt à ma table de cuisine et j'ai posé la lettre devant lui. Il l'a regardée. Il m'a pris la main. Sa prise, comme toujours, était plus forte que tout le reste en lui. Je n'ai pas de problème, a-t-il dit. Je suis exactement là où j'ai choisi d'être. Je lui ai demandé ce qu'était l'Ashford Mill. Il est resté silencieux un instant. Puis il a dit, j'ai besoin que tu laisses ça tranquille pour l'instant. Peux-tu faire ça pour moi? Je pouvais. Je l'ai fait. Je ne savais pas que c'était la dernière chose qu'il me demanderait de garder. Il est mort un mardi de février à 4h51 du matin. Je connais l'heure parce que j'étais éveillé. J'avais été éveillé la majeure partie de la nuit, non pas par inquiétude, ou pas principalement par inquiétude, mais par quelque chose que je ne peux décrire que comme une présence. Une partie de moi qui comprenait, sans qu'on me le dise, que c'était la nuit où j'étais censé être là. Je lui tenais la main quand c'est arrivé. Un instant, il y avait une main dans la mienne, et l'instant d'après, il y avait la même main. Et elle était différente d'une manière que je pouvais ressentir avant de pouvoir nommer. Je suis resté avec lui jusqu'à ce que la fenêtre passe du noir au gris du petit matin, la couleur de l'étain ancien, la couleur de l'heure avant que le monde ne s'engage à être un nouveau jour. Puis je suis allé à ma voiture. Je me suis assise sur le siège du conducteur. J'ai tenu la petite troglodyte sculptée contre mon sternum, les deux mains autour, et j'ai laissé les vitres s'embuer de ma respiration. Je suis resté là jusqu'à ce que j'ai fini tout ce que j'avais à finir. Puis j'ai essuyé mon visage, je suis sorti de la voiture, je suis remonté à l'étage et j'ai appelé le numéro sur l'enveloppe crème. Tom Crane a rappelé 40 minutes plus tard. Il avait une voix que je ne peux décrire que comme délibérément calibrée. La voix d'un homme qui comprend que la façon dont il dit les choses est aussi importante que ce qu'il dit, et qui a passé une longue carrière à développer le vocabulaire des situations qui exigent la précision avant tout. Mademoiselle Foster, a-t-il dit, il y a beaucoup à discuter. Avant cela, je dois vous demander 3 choses. Il a marqué une pause. S'il vous plaît, ne signez rien que l'on vous présentera dans les 10 prochains jours. Ne permettez pas à votre père de se déclarer parent le plus proche sans me consulter d'abord. Et s'il vous plaît, ne discutez pas de la lettre du fiduciaire avec aucun membre de votre famille. Je lui ai demandé pourquoi. Parce que la situation est plus complexe que ne l'indiquait la lettre, a-t-il dit. Et parce que votre grand-père a été très précis sur la façon dont il voulait que cela soit géré. 9 jours plus tard,
je suis entré dans une tour de bureau en verre du quartier financier à 2 heures de l'après-midi, portant le blazer que j'avais repassé 2 fois ce matin-là parce que je voulais avoir l'air de quelqu'un qui avait sa place dans une tour de bureau en verre. Et j'ai trouvé mes parents déjà assis dans la salle de conférence dans leurs bons vêtements. Mon père tambourinait des doigts sur la table. Le menton de ma mère était relevé, comme elle le fait quand elle veut que la pièce comprenne qu'elle se considère supérieure. Ma sœur Brooke était à côté de ma mère, son téléphone à la main, avec l'expression de quelqu'un à qui on a dit que c'était une formalité et qui prévoyait d'être ailleurs à 3 heures. Je me suis arrêté dans le couloir devant la salle de conférence. Il y avait un logo encadré sur le mur à côté de la porte. Un petit oiseau, dodu, compact, en plein saut, rendu dans la teinte particulière de brun chaud que j'associais au bois sculpté. En dessous, dans le même bleu marine en relief que l'enveloppe. Ouren et aucun corporated. Ma main est allée dans la poche de mon manteau. La troglodyte était toujours chaude. Elle est toujours chaude. Je ne connais pas la physique de cela. J'ai cessé d'essayer de l'expliquer. Je suis entré dans la salle de conférence. Petite pause. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci en meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. Tom Crane avait 58 ans, 26 ans d'expérience dans l'administration des successions et des fiducies, et l'autorité contenue, sereine de quelqu'un qui a déjà délivré des nouvelles importantes de nombreuses fois. Et a développé un sens du niveau d'oxygène de la pièce qui lui indique à quelle vitesse aller. Il avait un dossier. Il ne l'a pas ouvert immédiatement. Il a regardé autour de la table. Mes parents, ma sœur, moi, avec la neutralité professionnelle de quelqu'un qui a décidé que ses sentiments à l'égard des personnes présentes dans cette pièce n'étaient pas pertinents pour sa fonction. Merci à tous d'être venus, a-t-il dit. Je représente la succession de Walter Roy Foster, en tant que fiduciaire de la fiducie de prévoyance Walter R. Foster, établi en 1997 et modifié pour la dernière fois il y a 14 mois. Il a ouvert le dossier. La succession se compose principalement d'un actif. L'intérêt de propriété unique dans Oren et Oak, UNC. Un fabricant de meubles pour la maison, détenu à titre privé, dont le siège est ici dans l'État. Avec des opérations dans 11 États et un portefeuille de cents. Propriété commerciale et résidentielle. Il a tourné la première page. Mon père avait cessé de tambouriner des doigts. Selon la dernière évaluation indépendante, réalisée il y a 8 mois par Meridian Capital Advisors, il a tourné la page. L'entreprise est évaluée à environ 1,1 milliard de dollars. La pièce n'a pas halté. Elle est devenue silencieuse d'une manière plus forte que n'importe quelle. Halètement, le silence de l'air retiré d'un espace. Le téléphone de ma sœur est tombé sur la table. Elle ne l'a pas ramassé. La main de ma mère a porté à sa gorge. Mon père fixait le dossier. Tom Crane a continué. Il ne s'est pas arrêté pour le silence. Il ne l'a pas reconnu. Il lisait avec le rythme régulier de quelqu'un qui délivre un document. Ce qu'il faisait, et le document ne se souciait pas du silence dans la pièce. Il a décrit l'histoire de l'entreprise, fondée par Walter Foster en 1961. Construite sur 3 décennies pour devenir une entreprise privée d'une ampleur significative. Et puis, une période de gouvernance contestée commençant au début des années 1990, lorsque le fils de Walter Foster, mon père, Gerald Roy Foster, avait servi de signataire temporaire sur les comptes de l'entreprise pendant une période où Walter était hospitalisé pour une chirurgie cardiaque. Pendant cette période, a déclaré Crane, des documents de transfert d'actions ont été déposés auprès de l'agent enregistré de la société, qui prétendait transférer une participation majoritaire de Walter Foster à Gerald Foster. Ces documents portaient la signature de Walter Foster. Il a levé les yeux. Brièvement.
Monsieur Walter Foster n'a pas signé ces documents. Il était sous sédatif dans une unité de soins cardiaques au moment de leur dépôt. Cela a été établi lors d'une enquête menée au cours des 4 dernières années par le cabinet Hargrove & Associates, spécialiste en comptabilité judiciaire, en coordination avec le bureau du procureur général de l'État. Le visage de mon père avait fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire. Il s'était figé, non pas l'immobilité du calme, mais l'immobilité d'un homme dont la machinerie s'est arrêtée. Le transfert frauduleux d'actions a été identifié et légalement invalidé lors des procédures terminées il y a 11 mois. Walter Foster a conservé la propriété exclusive de Oren et aucun corporated pendant toute la période en question, y compris tous les revenus générés, tous les biens acquis et tous les instruments financiers détenus par la société. Crane a tourné une autre page, incluant le prêt immobilier de la propriété. Au 14 chemin Ashford. Ma mère a émis un son pour lequel je n'avais aucun point de référence antérieure. La propriété au 14 chemin Ashford. Crane a posé la page et l'a regardée, communément appelée la maison familiale Foster. Le prêt immobilier sur cette propriété a été cédé à Ren Holdings, une filiale de René. Aucun corporated, il y a 16 mois. Walter Foster détenait le prêt immobilier de la maison de son fils, la maison. Celle avec la salle à manger jaune et le pen dormant qui s'était refermé. Derrière nous en décembre, celle avec le porche où la roue du fauteuil roulant de mon grand-père avait tourné dans la neige. Le toit au-dessus de leur tête avait appartenu à l'homme qu'ils appelaient Poids-mort. Mon père a reculé de la table. C'est une fraude, a-t-il dit. Sa voix avait une qualité que je n'avais jamais entendue, fine, tendue, la voix d'une structure sous une charge supérieure à celle pour laquelle elle était construite. Elle est derrière ça. Hilary, elle a fait quelque chose. Elle a eu le vieil homme, Monsieur Foster. La voix de Monsieur Crane n'a pas changé de registre ni de volume. Je vous encourage à être très délibéré dans ce que vous dites dans cette pièce. L'enregistrement de cette réunion est une procédure standard et la transcription sera disponible pour toutes les parties. La bouche de mon père s'est refermée. Crane a regardé le long de la table, vers moi. La fiducie de prévoyance Walter R. Foster ne nomme qu'un seul bénéficiaire. L'ensemble de la succession, l'entreprise, les propriétés, les filiales, les instruments hypothécaires, tous les actifs liquides, est légué à sa petite-fille, Hilary Marie Foster. Il a regardé mon père, puis de nouveau moi. Aucun autre bénéficiaire n'est nommé. Mon père a explosé. Je veux dire cela au sens spécifique, l'immobilité qui avait figé son visage a disparu d'un coup, et ce qui l'a remplacé était tous ceux qui s'étaient accumulés derrière. Il s'est levé. Il a pointé du doigt de l'autre côté de la table. Il a crié fraude, complot, influence indue, le vocabulaire spécifique de quelqu'un qui a côtoyé des procédures légales assez longtemps pour connaître les mots, mais pas leur véritable poids de preuve. Il m'a pointé du doigt et a dit des choses que je ne répéterai pas ici parce qu'elles ne sont pas intéressantes. Seulement laides. J'ai attendu. Je suis doué pour attendre. J'ai fait le service en salle pendant 6 ans. J'ai attendu que les chiffres se révèlent. J'ai attendu dans le froid de décembre pendant que la roue du fauteuil roulant de mon grand-père ralentissait jusqu'à s'arrêter, et j'ai compris de quel genre de personne je venais. Je suis maintenant une personne qui sait bien attendre. Mon père a manqué de souffle. La pièce était silencieuse. J'ai mis la main dans la poche de mon manteau. J'ai posé la petite troglodyte sculptée sur la table de conférence. Elle était assez petite pour tenir au centre de ma paume, et je l'ai placée au centre de la table où tous pouvaient la voir. Mon père, rouge et haletant. Ma mère, blanche et très immobile. Ma sœur, qui avait cessé de regarder son téléphone tomber, regardait l'oiseau avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Vous avez pris ce qu'il a bâti, ai-je dit. Pas fort, sans le jouer.
Juste en disant la chose que Walt m'avait donnée à Porter. La nuit où il m'a donné l'oiseau. J'ai regardé mon père. Tu n'allais jamais toucher à ce qu'il était. L'homme le plus bruyant de la pièce n'avait plus rien à dire. Ce qui s'est passé ensuite a été compliqué, comme le sont toujours les choses. Valant 1,1 milliard de dollars, et je vais vous raconter la version honnête. Plutôt que la version édulcorée. La saisine pénale était déjà en cours lorsque je suis entré dans cette salle de conférence. Alan Hargrove, fondateur de Hargrove et Associates, 38 ans dans la comptabilité judiciaire, un homme qui avait passé 4 ans au nom de mon grand-père à rassembler les preuves de ce que mon père avait fait. Avait soumis les conclusions complètes de son cabinet au bureau du procureur général de l'État 14 mois auparavant. L'enquête avait été menée parallèlement aux procédures légales de la fiducie, délibérément séquencée afin que l'enquête, les affaires civiles et pénales, se résolvent sans s'interférer. Mon grand-père avait planifié cela pendant 4 ans, depuis un fauteuil roulant, dans un coin près de la porte de la cuisine de mes parents. Gérald Roy Foster a été inculpé de 7 chefs d'accusation, dont la fraude en valeurs mobilières, la falsification de documents d'entreprise et le détournement d'actifs fiduciaires. Son avocat, un homme nommé Philip Watts, 22 ans dans la défense pénale en col blanc, a déposé des motions pour retarder les procédures de 6 mois. La juge, l'honorable Diane Marsh, a accordé une prolongation et a refusé les autres. Mon père n'était plus mon père. Dans un sens fonctionnel depuis plus longtemps que je ne l'ai compris. Mais en regardant le processus d'inculpation à travers les reportages qui ont suivi, car cela a été rapporté une fraude familiale d'1 milliard de dollars et le genre d'histoire qui est reprise. Cela a produit en moi un sentiment que je décrirai comme adjacent au deuil, non pas le deuil pour lui, mais le deuil pour la version des événements où rien de tout cela n'était vrai. Ma mère a engagé son propre avocat, distinct de celui de mon père, dans la semaine. Je n'ai aucune information sur l'état actuel de leur mariage parce que je ne l'ai pas cherché. Brooke m'a appelé 3 semaines après la salle de conférence. Elle n'a pas appelé pour dire quoi que ce soit en particulier. Elle a appelé et a dit mon nom, puis est restée silencieuse un moment. Et moi aussi, j'étais silencieuse. Et puis elle a dit, j'ai vu son visage. Quand tu as posé l'oiseau sur la table. À quoi ressemblait-il, ai-je dit. Comme s'il avait enfin compris quelque chose, a-t-elle dit. Trop tard. J'ai pensé à ça. Que as-tu compris, ai-je dit. Elle est restée silencieuse à nouveau. Que j'aurais dû dire quelque chose à table. N'importe laquelle de ces années. N'importe quand. Il n'y avait rien que je puisse dire qui aurait amélioré les choses, alors j'ai dit, je sais. Et nous sommes restés au téléphone un peu plus longtemps sans parler de quoi que ce soit d'important, et quand nous avons raccroché, j'ai pensé que cela pourrait être le début de quelque chose ou pas, et j'allais le laisser être ce qu'il était. Tom Crane. Moi nous sommes rencontrés 12 fois au cours des 3 mois qui ont suivi la lecture. Il avait la patience et la minutie de quelqu'un qui a déjà transféré des successions importantes et comprend que l'élément humain prend plus de temps que l'élément juridique. Il m'a guidé à travers l'entreprise, les propriétés, la structure des filiales, les instruments hypothécaires, les comptes d'investissement, les actifs physiques. Lors de la 2e réunion, j'ai posé une question de manière directe, comme quelqu'un qui a besoin de la vraie réponse. Savait-il, ai-je dit. Quand il m'a donné l'oiseau, savait-il ce qu'il me donnait? Crane a considéré la question avec l'attention qu'elle méritait. Il savait, a-t-il dit. Il avait construit l'affaire juridique pendant 4 ans. Il connaissait le timing. Il savait que la lecture aurait lieu après. Il a marqué une pause. Il savait aussi que vous le porteriez. J'ai assimilé cela. Il a dit qu'il ne l'est sculpté que pour ceux qui ne le laisseraient jamais dans le froid, ai-je dit.
Crâne a acquiescé. C'est cohérent avec ce qu'il m'a dit. J'ai mis la main dans la poche de mon manteau. La troglodyte était là. Il testait les gens. Ai-je dit. Le coin près de la cuisine. Les restes. Il regardait qui disait quelque chose. Il a regardé longtemps, a dit. Crâne. Et personne n'a rien dit. Pendant des années. Vous avez dit quelque chose, a-t-il dit. J'y ai réfléchi un instant. Il savait déjà que je le ferais. Ai-je dit. Oui, a dit Crâne. Pendant des années. Vous avez dit quelque chose. A-t-il dit. J'y ai réfléchi un instant. Il savait déjà que je le ferais, ai-je dit. Oui, a dit Crâne. Il l'a fait. Je travaille toujours au Carvs Grill le mardi. Et le mercredi soir. Je fais cela parce qu'un service de restauration est l'un des rares contextes que je connaisse où le travail est immédiat, physique et complet. Une table est servie, une assiette est débarrassée, un service se termine. Le reste de ma vie est devenu le genre de choses qui impliquent des avocats et des responsabilités fiduciaires, et une conférence téléphonique le jeudi matin avec l'équipe de direction de Oren & Hawk, qui est composée de 14 personnes qui parviennent à être professionnelles sur le fait que leur présidente du conseil d'administration est une ancienne serveuse de 26 ans. Qui apprend plus vite qu'il ne s'y attendait. J'apprends plus vite qu'il ne s'y attendait. J'ai une bonne comptable, une femme nommée Sandra Park qui travaille dans la gestion de patrimoine depuis 19 ans et qui a la qualité que j'apprécie le plus chez un professionnel, elle me dit ce qu'elle pense. Réellement. J'ai Tom Crâne, qui est devenu quelque chose que je n'avais pas anticipé, à savoir une personne en qui j'ai confiance. J'ai un avocat spécialisé dans le droit du travail, Marcus Webb, qui s'occupe des questions de gouvernance d'entreprise. J'ai des gens. Je n'ai pas eu de gens. Pendant la majeure partie de ma vie. Le troglodyte sculpté de Walt est sur mon bureau pendant les appels du jeudi matin. 14 personnes sur un écran vidéo et un petit oiseau pâle dans un coin de ma vision, chaud à sa manière même quand je ne l'ai pas dans ma main. Il a bâti l'entreprise en plus de 30 ans. Il a été privé de sa propriété formelle pendant 27 d'entre elles et l'a dirigée. Quand même, par le biais d'intermédiaires et de structures juridiques d'une complexité remarquable, avec la patience d'un homme qui avait l'intention d'avoir raison et n'était pas pressé par le temps. Il avait 91 ans et pesait 40 kilos dans un manteau de laine mouillée. C'était le poids mort qui détenait leur prêt immobilier. C'était l'homme dans le coin qui regardait et attendait, et ne donnait ses sculptures qu'à ceux qui resteraient. Je porte l'oiseau. Je porte ce qu'il m'a demandé de porter. Le poids n'est rien. Le poids est tout.